Bienvenue, c'est le Culture Mag, votre rendez-vous avec les arts, les spectacles et aujourd'hui la mode dans ce journal, justement en marge des défilés haute couture qui ont lieu à Paris en France. Eh bien, nous allons vous montrer une figure de la mode palestinienne. Il s'appelle Omarius Youssef. On pourrait dire qu'il fait de la haute couture lui aussi puisqu'il fait tout à la main, mais contrairement à Raf Simone pour Dior ou Karl pour Chanel, eh bien lui, il fait surtout de la mode politique. Vous verrez. Au sommaire également, portrait d'un producteur de musique hors norme, un franco-américain surdiplômé qui a mis ses neurones, son talent, son énergie au service de la musique ghanéenne. Benjamin le Brave veut faire rayonner la musique du Ghana. Il a fondé le label Aquaba. Et puis nous parlerons peinture. Pas peinture Pollock, pas Jason Pollock. Nous parlerons de son frère Charles Pollock. Il fait l'objet d'une exposition à New York. Il entre ainsi lui aussi dans la lumière, comme quoi la gloire chez les Pollock, eh bien cette famille. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous. Si vous avez cru que la Grèce seule agitait les médias et la toile, eh bien vous vous trompez. Il y a aussi la mode, la couture précisément, avec sa caravane de tweets, de photos Instagram, d'effets. Contrairement à la Grèce, eh bien la couture a des moyens illimités. Alors ça se passe comme chaque fois à Paris, 2 fois par an, une poignée de créateurs irréductibles présentent des modèles faits à la main, brodés, ornementés. Après Dior, Schiaparelli, Boucherat Jarrard ou Versace, Chanel a montré mardi sa collection dans un décor de casino, comme toujours, une brochette de stars devant et sur les podiums. On a vu Rita Ora, Lara Stone, le mannequin, Julianne Moore, l'actrice, Kendall Jenner, mannequin. La petite fashion planète vit hors du temps réel et c'est pour ça qu'on l'aime. Lui s'appelle Omarius Youssef, il est aussi créateur de mode, seulement il vit loin de l'axe Paris-New York-Londres. C'est un créateur palestinien qui pour le coup est bien ancré dans son réel. Son portrait, David Mombin. Créer un uniforme de cérémonie imaginaire pour un pays imaginaire. Voilà la démarche artistique pour le moins originale d'un jeune artiste palestinien, Omarius Youssef Fidlouz Dinaé. Une démarche artistique, oui, mais non dénuée de fond politique. Ce costume peut devenir un vrai costume. On pourrait y arriver, mais en même temps, ce n'est pas réel. Donc les gens peuvent croire en quelque chose qui n'est pas réel et qui reste irréel, même s'ils y croient. C'est exactement comme avec notre discours en Palestine. S'il s'agit d'une critique du discours politique actuel, cet artiste s'est surtout impliqué dans le design des costumes. Ancien élève de la London College of Fashion, il s'est inspiré de vêtements traditionnels palestiniens pour créer ces costumes un peu particuliers. Il a aussi collaboré avec d'autres artistes palestiniens et libanais, notamment un cordonnier de Ramallah et un brodeur de Beyrouth. Un autre artiste palestinien de renom, Khaled Khourani, ressent lui un élément de ridicule dans le travail d'Omarius Youssef. C'est comme s'il se moquait de tous ces symboles qui font partie de la vie des nations partout ailleurs dans le monde. C'est une reconstruction des symboles, des coutumes et de l'imaginaire collectif. Et je pense que vous avez besoin de temps pour pouvoir l'analyser avec un œil critique. En plus de ces costumes, cette exposition présente une série de photos imitant des portraits officiels. Si la majorité verra dans cette exposition une signification politique, tout dépend bien entendu de la façon dont l'œuvre est perçue. Certaines personnes l'appréhenderont comme de l'art, les couleurs, les œuvres en tant qu'art. Mais puisque nous sommes en Palestine, il est possible pour les gens de prêter attention au sens politique. Donc il y a différents niveaux de perception. À Ramallah aussi, l'art peut servir de critique envers la société. Une société qu'Omarius Youssef veut continuer de décortiquer. C'est dans cette perspective qu'il débutera à la rentrée prochaine un master d'anthropologie politique à Londres. Analyser pour mieux critiquer, telle semble être sa devise. Et les défilés haute couture vont se terminer bientôt à Paris. Alors on va quitter la mode maintenant et on va partir en musique au Ghana pour suivre un tout jeune producteur, un franco-américain qui a fondé là-bas le label Aquaba. Daniel Campos avec Sandy Fortis l'ont suivi pas à pas. Salsa, afropop, reggae, hip-hop. Bienvenue chez Aquaba Music, un label ghanéen. Fondé par le franco-américain Benjamin le Brave, son objectif est de répandre la musique et la culture pop africaine aux 4 coins du monde sans modifier l'esthétique musicale des musiciens locaux.
Que vous aimiez ça ou pas, voici le son de l'Afrique moderne, un mélange entre nouvelles tendances et old style. J'ai créé Aquaba en fait parce que je trouvais que la musique contemporaine du Ghana, et très souvent la musique contemporaine africaine, était assez difficile d'accès. Donc je suis parti un peu sur un coup de tête au Ghana en 2007, un peu en quête d'aventure et de musique. Et je me suis pris une énorme claque, il y avait énormément de talent, énormément de choses à faire. Et c'est comme ça qu'est né Aquaba. Diplômé de l'ENSA, École nationale de la statistique, Benjamin n'était pas forcément prédestiné à travailler dans le monde de la musique. Et pourtant, Aquaba semble être la réponse à toutes ces questions existentielles. Toute ma vie, j'ai essayé de trouver une façon de combiner mes centres d'intérêt, mes passions, mes aspirations. Et c'est vraiment avec Aquaba que j'arrive le mieux à tout combiner. Du Ghana au Congo, en passant par l'Angola, le Togo et le Burkina Faso, Aquaba n'a pas de frontières. La technologie a un double impact sur la musique en Afrique et notamment au Ghana où j'habite. D'une part sur la production, parce que maintenant, avec un PC, une carte son, un micro et un petit local, on peut créer et enregistrer de la musique. L'autre impact de la technologie qui est sans doute encore plus fort, c'est sur la distribution et le partage de la musique. Le CD n'existe presque plus ici, au Ghana. À la place de ça, maintenant, le téléphone portable est devenu l'outil d'écoute et de partage de la musique privilégié. En s'installant au Ghana, Benjamin espère aussi faire évoluer l'image que se fait l'industrie musicale internationale de l'Afrique. Pourquoi personne n'est ici ? Pourquoi est-ce que je suis le seul qui, par passion ou par opportunité, a décidé de venir m'installer dans une ville comme Accra ? Pourquoi est-ce que tous sont encore à Paris, Londres, Bruxelles, New York, etc. Je ne comprends pas. Il y a comme une interprétation, une compréhension qui est complètement datée de la réalité culturelle du terrain en Afrique. Ça fait 7 ans que Benjamin vit au Ghana et chaque album réalisé est un accomplissement de plus qui confirme qu'Aquaba ne risque pas de se délocaliser à Paris ou aux États-Unis. Si je quittais le Ghana, je laisserais quelque chose derrière ici. Parce qu'ici, j'ai vraiment une sorte de collusion de tout ce que je veux faire de ma vie. À suivre, notre invité, il est italien, c'est le directeur de fin d'études de la célèbre école d'art israélienne Bezalel. Mais pour l'heure, un autre artiste, Pollock, pas Jason justement, Charles David Gomba. Jackson Pollock, un nom mondialement connu. Mais connaissez-vous Charles Pollock, le frère aîné ? La collection Peggy Guggenheim présente toute une rétrospective dédiée à Charles Pollock, décédé en 1988. Une exposition en forme de panorama retraçant l'ensemble de sa carrière grâce à des tableaux, des croquis, mais aussi des pièces documentant la relation entre Charles et Jackson. Des pièces originales pour la plupart prêtées par les archives de Charles Pollock à Paris et qui illustrent la diversité de son art et des sujets traités. Peintures abstraites, paysages, depuis la Grande Dépression de 1929 et jusqu'aux illustrations de ses ballades toujours bucoliques. Le monde entier, enfin, on l'espère, et le monde de l'art en particulier connaît bien l'Académie des Arts de Bezalel. C'est l'une des académies de design, de mode, d'art plastique les plus réputées à l'international. Et l'un de ses directeurs de programme est un Italien. Il est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bonjour Nicola Tresi. Alors, vous allez nous dire comment et pourquoi vous avez atterri de Milan à Jérusalem, à Bezalel. Mais auparavant, je voudrais qu'on voit avec vous l'exposition de fin d'année, les travaux des artistes que vous avez parrainés. De quoi est faite cette exposition, Nicolas ? L'exposition consiste en 21 projets solo.
Ce n'est pas vraiment un groupe d'expo, mais il s'agit plutôt de donner un espace à 21 étudiants. Chacun d'entre eux a créé sa propre exposition, une exposition personnelle dans le cadre du gala final du MFA. Donc en vous rendant sur le lieu de l'expo au 6 rue Salamé à Tel Aviv, on Salamé Street number 60 in Tel Aviv. C'est à Tel Aviv, sur la rue Salamé, oui, qui est un immense hangar. And you will basically move. Et vous vous déplacerez d'un endroit à l'autre. Chaque emplacement est donné à un artiste. So the idea is to really open up. Donc l'idée est vraiment de s'ouvrir l'imagination, l'esprit. La créativité. Bien sûr, toutes ces 2 dernières années de travail que les étudiants ont fournies à la MFA. Et l'idée était de leur donner carte blanche pour qu'ils puissent vraiment s'exprimer sans intermédiaire et sans compromis. Eh bien, en fait, je n'utiliserai pas le mot unité dans ce cas-là. C'est plutôt une constellation. C'est une constellation. Chaque élément s'est associé à un tout. Mais en même temps, ça conserve une individualité très forte. Et je pense que ces 21 artistes ont décidé de venir au MFA pour pratiquer ces techniques. Et ils ont eu l'opportunité de montrer leur travail. Mais je ne veux pas faire des associations qui n'ont pas lieu d'être. Je ne veux pas placer un artiste à côté de l'autre juste parce que je veux qu'il soit en contrôle total. En fait, on a 2 étudiants qui ont décidé de mutualiser leurs espaces. Mais c'était leur choix. Et pour moi, c'est quelque chose d'incroyable à voir. Oui, c'est très kibbutzny finalement. Ils ont décidé, voilà, en collectivité, qui allait se mettre où. Oui, non, on a compris. Mais alors, justement, Nicolas, quels sont, selon vous, ce qui rassemble et ce qui dissemble les arts ici en Israël et puis en Italie? Je pense que l'Italie, pour moi, n'est pas aussi palpitant qu'Israël, seulement parce que je pense que, et c'est quelque chose qu'on peut élargir à l'Europe entière, c'est un endroit qui est très... L'Italie est un endroit où tout est très établi et où il est très difficile en tant qu'individu créatif d'avoir la liberté de se détacher de la culture qui vous entoure pour pouvoir faire quelque chose de neuf, d'authentique, de radical. Tandis qu'ici, puisque c'est un pays si jeune qui doit confronter tellement de problèmes, Ça, c'est sûr. Ça a créé une énergie unique. Et si quelqu'un est capable de canaliser cette énergie, eh bien, des choses incroyables se produisent. Ça, c'est lié à cette région. Merci beaucoup, Nicolas Trezzi, d'être venu sur le plateau. Et j'invite les gens qui sont sur Tel Aviv à aller visiter ces travaux à Salamé Road dans ce programme de Bezalel. Merci beaucoup. Thank you. Voilà, c'est une interview qui a été enregistrée avant ce journal. On va se quitter en vous faisant découvrir un style musical très particulier, le molam. Ça appartient au folklore musical thaïlandais. Le molam était traditionnellement destiné aux paysans du nord de la Thaïlande pour propager les croyances bouddhistes. Au fil des ans, le molam, c'est devenu un chant politique qui a du mal à passer la censure. Le récit, Roger Fima. C'est un son unique venu du nord de la Thaïlande et du Laos. Depuis des générations, la musique molam raconte l'amour perdu, la pauvreté, mais aussi la politique dans les villages éloignés de l'Isan. Pour ses habitants, le molam, qui signifie expert chanteur, est un élément clé du patrimoine. Nous utilisons le molam pour débattre, parler, nous exprimer et réfléchir sur nos vies et nos traditions. Vous pouvez comparer ça à une station de télévision communautaire en son temps. Ces troubadours modernes évoluent avec les nouvelles générations. Harmonica de bambou et guitare électrique, le molam a du mal à rester le vecteur de messages politiques qu'il a toujours été. Ça a été utilisé comme instrument politique par les deux partis, le gouvernement et l'opposition.
Par exemple, la résistance, il y a 200 ans, avait été lancée par des professeurs qui étaient eux-mêmes des molam. Seulement, depuis un an avec le coup d'État, ces chants ont bien du mal à se faire entendre. Les militaires ferment radio et télévision dans cette région bastion de contestation contre la junte. Pour pouvoir continuer à chanter, les molams vont devoir mettre leurs revendications en sourdine. Voilà, c'est la fin de ce Culture Mag. On va se retrouver demain à la même heure. Juste après, vous avez rendez-vous avec l'info. Si vous êtes en vacances, eh bien, on vous conseille de télécharger l'application i24 News sur votre téléphone portable. Comme ça, vous pouvez nous voir ou même nous entendre sur la plage ou à la montagne quand vous le souhaitez. Merci de votre fidélité. À demain.